Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, plus que 5 jours avant la clôture des inscriptions au jeu Mada Tetris Battle, des places sont encore disponibles pour tous ceux qui veulent y participer, moyennant 10 000 arrières. Un gros lot de 1 million d'arrières attend le vainqueur. Les détails. Si autrefois, le Tetris se jouait sur console, téléphone ou autre appareil, cette fois, le Mada Tetris Game, organisé par la télévision Viva, se joue sur ordinateur. Les participants n'ont plus besoin d'apporter leur propre équipement, tout est déjà disponible. Les manettes seront unifiées et les joueurs ne pourront pas les personnaliser afin que les chances soient égaux. La participation est ouverte pour toutes les tranches d'âge. Toutefois, les mineurs seront représentés par leurs parents lors de leur inscription. Le droit d'inscription est de 10 000 arrières et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 décembre. Les éliminatoires se dérouleront les 13 et 4 décembre et seuls ceux obtenant les meilleurs scores en 3 minutes accéderont à la finale. Un lot de 1 million d'arrières attend le vainqueur, alors n'hésitez plus et inscrivez-vous à Viva Arena Events. Dans les actualités sociales, le temps de trajet sur la route nationale 6 peut désormais augmenter jusqu'à 4 heures en raison de la coupure du Pandifas. Et selon les responsables du maquis d'Indouta-Pénac, ce n'est pas seulement la RN6 mais également la RN2 et la RN4 qui se trouvent actuellement dans un état dégradé. Les détails sur les images de Kevin Ravouniarsan. Depuis le début de cette semaine, les véhicules se rendant à Ambiloubé sont obligés d'emprunter un bac pour traverser. En effet, à cause de la montée des eaux, le Pandifas reliant Ambans et Ambiloubé s'est effondré, impactant fortement le temps passé sur la route. Selon les explications du responsable de la gare maquis Indouta-Pénac, les bacs peuvent mettre 4 heures de temps à arriver et ne circulent pas les nuits. Toutefois, ce n'est pas uniquement la route nationale 6 qui est en mauvais état en cette saison de pluie. La RN2 et la RN4 connaissent également des dégradations selon toujours les explications. Par ailleurs, le nombre de voyageurs continue d'augmenter, surtout à l'approche des fêtes et des périodes de vacances. Si auparavant, 100 taxis Brousse prenaient le départ depuis Maquis Indouta-Pénac, actuellement, ils sont au nombre de 123. Les transporteurs, notamment ceux qui voyagent la nuit avec des passagers, sont encouragés à attendre et à se déplacer en caravane afin de prévenir toute forme d'insécurité. Ils sont également invités à rouler moins vite pour éviter les accidents. Un homme de 28 ans a été placé en détention provisoire à Fenorivu-Atsnanen pour vente de cannabis. Un sac rempli de cannabis a encore été retrouvé en sa possession lors d'un contrôle effectué à Sonerani-Vung sur la route nationale 5. C'est suite à un appel provenant d'un particulier que la police nationale du commissariat de Sonerani-Vung a pu interpeller cet individu. Après sa comparution devant le parquet le 4 décembre dernier, il a été placé en détention provisoire. Dans un tout autre sujet, 2 grands audits sont actuellement menés au sein de l'ACM Aviation Civile de Madagascar. Ils ont débuté la semaine dernière. Selon les explications, cette démarche s'inscrit dans une volonté permanente de transparence. Fin de scène à Mireille. La DGCF ou Direction générale du contrôle financier ainsi que la Cour des comptes effectuent depuis la semaine dernière des audits au sein de l'ACM. Le premier audit porte sur le processus de recrutement au sein de l'aviation civile de Madagascar au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire de 2004 à 2024, et il est mené par la DGCF. L'objectif est de vérifier la transparence ainsi que la conformité dans la gestion des ressources humaines. Un second audit est également en cours au sein de l'ACM concernant la gestion financière réalisée par la Cour des comptes. Celui-ci couvre la période allant de 2022 à 2025. La réalisation de ces 2 audits s'inscrit dans la démarche continue d'amélioration et de renforcement de la transparence au sein de l'ACM. Et en tourisme, tous les établissements hôteliers sans exception doivent s'acquitter de la vignette touristique. Les hôtels qui ne respectent pas cette obligation s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture temporaire. Toujours un reportage signé Fin de Sénat Mireille.
Le montant de la vignette touristique à régler par les établissements hôteliers varie de 1 000 ariars à 8 000 ariars par nuitée. Pour les hôtels 5 étoiles, la vignette touristique est fixée à 8 000 ariars par nuit. Pour les 3 étoiles, le tarif est de 5 000 ariars par nuit. Pour les 2 étoiles, il est de 1 500 ariars. Et pour les établissements classés dans les catégories Ravenal 1 à 3, le montant est de 1 000 ariars par nuit. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la fermeture temporaire ou même la fermeture définitive de l'établissement. Des inspections sont effectuées par les contrôleurs du ministère de tutelle, lesquels doivent obligatoirement être munis d'un ordre de mission au moment du contrôle. Côté sport, environ 12 clubs ont participé aujourd'hui à la compétition combat de défi en pancrase organisée au gymnase couvert de Mamassen. Cette discipline commence déjà à se développer fortement selon les amateurs du sport de combat présents lors de cet événement organisé par l'association Tamboubé. Fin de Sénat Mireille sur les images de Sech Anjanab. Le pancrase est aujourd'hui en plein essor à Madagascar. Les passionnés de sport de combat se sont retrouvés ce jour au gymnase couvert de Mamassen. Une douzaine de clubs a pris part à ces combats de défi. Alors c'est une discipline qui est fortement ancrée à Madagascar, qui a beaucoup de potentiel, mais qui est encore dans l'ombre. Donc le but aussi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte de faire évoluer cette discipline et de lui donner les mérites qu'elle mérite. Lors de ces combats de défi, les athlètes s'affrontent individuellement. Ici, on a au COSFA, on a une vingtaine d'athlètes et on a de nombreux athlètes qui ont déjà fait des compétitions à l'international avec des entraîneurs de référence qui ont aussi un niveau international. Le CEO du groupe PIC, on est une société pluridisciplinaire à Madagascar qui regroupe de la formation, du coaching et de la communication stratégique avec d'autres éléments sur Madagascar. On se fait un plaisir aujourd'hui de financer justement et d'avoir ce partenariat stratégique avec le COSFA et notamment le COSFALUT pour faire en sorte que cette discipline puisse progresser à Madagascar et pour que ces athlètes puissent rayonner à l'international. Bien que le pancrase soit une discipline encore récente, de nombreux athlètes y évoluent déjà. L'objectif est toujours de promouvoir ce sport, d'où l'organisation de telles compétitions. Et on poursuit avec les actualités internationales. Des militaires ont annoncé ce matin à la télévision publique du Bénin avoir démis de ses fonctions le président Patrice Talon, dont l'entourage a affirmé à l'AFP qu'il était en sécurité et que l'armée reprenait le contrôle. France 24. Le président Patrice Talon serait donc en sécurité au Bénin, selon des déclarations de son entourage à l'AFP, alors que l'armée aurait repris le contrôle. Mais la prudence, je vous le disais en titre, s'impose. Il y a eu des coups de feu de signalés en début de matinée à Kangezo, à proximité de son domicile. Et à la télévision publique, des militaires avaient annoncé démettre de ses fonctions donc Patrice Talon. L'ambassade de France, face à cette incertitude, avait appelé ses ressortissants à rester chez eux. Pour l'instant, le ministre béninois des Affaires étrangères se veut rassurant. Cette tentative de coup d'État se serait arrêtée donc à la télévision publique et les putschistes ne seraient pas parvenus à prendre notamment le domicile du président Talon. 4 civils et un soldat ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi en Afghanistan lors d'échanges de tirs avec le Pakistan dans une région frontalière. Nouvel épisode de l'affrontement entre les deux pays depuis début octobre. France 24. Des tirs d'artillerie entendus depuis le Pakistan et les lumières des bombardements aperçus au loin. De rares preuves des échanges de tirs survenus vendredi soir à la frontière avec le sud de l'Afghanistan, où plusieurs civils et au moins un soldat afghan ont été tués selon les autorités locales. Sur les réseaux sociaux, le porte-parole des talibans afghans et celui du gouvernement pakistanais se renvoient la responsabilité. La partie pakistanaise a commencé à attaquer l'Afghanistan à Kandahar dans le district de Spin-Boldak et les forces de l'émirat islamique ont été forcées de riposter. Le régime taliban afghan a eu recours à des tirs sans qu'il y ait eu de provocation. Nos forces armées ont immédiatement réagi de manière appropriée et intense.
Les deux parties auraient accepté de cesser les affrontements dans la nuit, mais le torchon n'en finit plus de brûler entre les anciens alliés. Islamabad reproche à Kaboul de soutenir et d'abriter des groupes terroristes commettant des attentats sur son sol, dont les talibans pakistanais. Comme encore le 25 novembre dernier, après un attentat commis à Islamabad 2 semaines plus tôt, ayant fait 12 victimes. Un suspect a reconnu le lien avec l'Afghanistan, l'arrivée de kamikazes en provenance d'Afghanistan, leur entraînement en Afghanistan. Il est donc très clair que l'Afghanistan est pleinement impliqué dans cette situation. De quoi motiver les frappes survenues à partir de la mi-octobre sur des positions des islamistes afghans dans les zones tribales à la frontière. Une frontière depuis théoriquement fermée. La médiation du Qatar et de la Turquie avait permis la signature d'une trêve à Doha le 19 octobre, mais la situation est donc loin d'être réglée. Avant les échanges de tirs de ce vendredi, des frappes fin novembre sur une ville de la province afghane de Khost ont fait une dizaine de morts parmi les civils. Les Ukrainiens suivront de près les échanges prévus lundi entre Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz, car après la publication de documents sur la stratégie de défense américaine, il leur paraît essentiel de se coordonner avec les Européens. France 24. Oui, en fait, je ne suis pas à Kiev. Je suis parti pour l'ouest de l'Ukraine, les montagnes des Carpates, justement pour un peu mieux dormir et prendre l'air. Et c'était une nuit où il y avait une frappe qui a même frappé la gare de Fastiv, qui est une gare au sud-ouest de Kiev, par où passent pratiquement tous les trains qui vont vers l'ouest. Mon train, heureusement, est passé par cette gare avant la frappe, mais la circulation des trains a dû être interrompue pendant un certain temps. Et ils ont dû prendre des détours et finalement, je pense qu'ils ont pu finir les réparations pour que la circulation des trains reprenne à 14 heures aujourd'hui, ce qui montre à quel point ils sont capables de réparer les dégâts. Mais c'est de plus en plus inquiétant comment les chemins de fer ukrainiens sont ciblés. Sinon, traditionnellement, maintenant, c'est toujours le réseau électrique et on a des coupures de courant un peu partout dans le pays. Je ne sais pas si vous voyez, la lumière vient de s'allumer parce qu'il y a un générateur qui s'est allumé, mais ici, là où je me trouve, depuis 1 heure à peu près, on n'a absolument pas d'électricité. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de régions d'Ukraine où il y a des coupures de courant au-delà de ce qui est déjà programmé, parce que déjà sur tout le pays, l'électricité, si vous voulez rationner, il y a un emploi du temps pour quand est-ce qu'il y aura l'électricité. Il y a eu aussi des incendies, notamment à Dnipro, dans le centre-est, et dans la région de Kiev, des entrepôts qui ont brûlé. Heureusement, pas de morts à déployer, même alors que c'était une série de frappes très, très, très massives. Dans ce contexte, bien sûr, les Ukrainiens ne suivent presque plus ces pourparlers en Floride. À chaque fois, il y a des déclarations. C'était très bien coordonné. Les Ukrainiens et les Américains ont dit pratiquement la même chose, mais c'était pour dire rien. C'était pour dire que les pourparlers ont progressé. Alors peut-être qu'il y a du concret dans ce qu'ils disent, on ne sait pas, mais rien n'est annoncé. Et la plupart des Ukrainiens pensent qu'il ne peut pas y avoir de vraies avancées concrètes parce que Vladimir Poutine ne le veut pas. Qui va les intéresser, je pense, beaucoup plus, ce sont les discussions que Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz et Volodymyr Zelensky doivent tenir à Londres lundi, parce que clairement, après la publication de cette nouvelle document sur la stratégie de défense américaine, il est très important pour les Ukrainiens de se coordonner avec les Européens. Merci beaucoup, Gulliver, pour vos précisions depuis l'ouest de l'Ukraine. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon dimanche à tous.